Alors, je vous invite à écouter notre première conférencière, qui est la docteure Claudel Pétrin-Desrosiers. Elle est formée comme médecin de famille à l'Université de Montréal. Elle poursuit présentement une formation avec une maîtrise en environnement et développement durable dans le cadre d'un programme de compétences avancées pour médecins de famille. Elle a été vice-présidente de la Fédération internationale des associations d'étudiants en médecine. Elle a travaillé notamment à l'Organisation mondiale de la santé et à Genève et avec les directions de santé publique de la baie James et du Nunavik. Elle a cofondé le collectif citoyen La planète s'invite en santé, visant à mobiliser tous les professionnels de la santé dans la lutte à la crise climatique. Elle préside aujourd'hui l'Association québécoise des médecins pour l'environnement, siège sur le conseil d'administration de la Canadian Association of Physicians for the Environment et collabore avec l'équipe du Lancet Countdown. À toi la parole, Claudel. Merci Jeanne. Bonjour à tous, un plaisir d'être avec vous virtuellement ce matin. Je vais partager mon écran sans plus tarder en espérant que ça fonctionne facilement. Normalement, ça va. Donnez quelques secondes. Donc, parfait. Ça fonctionne normalement. Normalement, vous voyez bien mon écran. Je peux avoir juste peut-être une petite confirmation. Oui, ça marche. Parfait. Excellent. Merci. Donc, j'ai un défi assez grand ce matin. Comme Jeanne l'a mentionné, ça fait plusieurs années, en fait, que je m'intéresse à l'impact des changements climatiques sur la santé. Là, c'est mon dada, puis c'est la raison pour laquelle je poursuis ma formation dans ce domaine-là. Les changements climatiques et la santé, il y a énormément de liens. C'est un sujet excessivement complexe qui fait l'objet de cours et de publications de plusieurs centaines de pages. Et j'ai le défi ce matin de vous résumer tout ça de façon accessible, claire, compréhensible et surtout concret. On va essayer de faire ça en 25-30 minutes maximum. J'ai quand même beaucoup de contenu, mais normalement, ça roule assez bien, fait qu'on va y aller sans plus tarder. Juste brièvement, quelques mots sur l'association. Jeanne en a mentionné. L'Association québécoise des médecins pour l'environnement, pour laquelle je suis présidente, et en fait la branche québécoise de l'Association canadienne, qui elle est créée depuis une trentaine d'années avec l'objectif de sensibiliser à la fois la communauté médicale, mais aussi le grand public aux enjeux de santé environnementale, dans un but évidemment de prioriser la santé des gens et celle de la planète. Puis on agit autant au niveau communautaire, social que politique. Et on traite d'une multitude d'enjeux, des enjeux énergétiques, communauté durable, accessibilité à la nature, mais on parle beaucoup de crise climatique et la COVID nous a amené à un autre sujet de discussion, la relance économique suite à tout ça. Fait que dans la présentation, j'aborde quelques éléments que je trouve importants. D'abord, je veux qu'on définisse ensemble, juste qu'on se rappelle un peu c'est quoi la santé. On va regarder un petit peu globalement à travers le monde, c'est quoi les impacts des changements climatiques sur la santé. Plus précisément au Québec, qu'est-ce qu'il y en est? Puis, je finis par proposer quelques solutions, au moins pistes d'espoir. Fait que, vous allez voir, il y a une première partie qui est un peu sombre, mais on va y aller vers quelque chose qui donne un peu plus de regard sur l'avenir. Je tiens toujours à définir c'est quoi la santé parce que bien que ça peut paraître assez simple, on a souvent une définition ou une image de la santé qui est très hospitalière, qui est très médicale, qui est très la santé, c'est quand tu vas chez le médecin, c'est quand on fait des prises de sang. Mais ce qu'on sait de plus en plus, c'est que finalement, la santé est pas mal tout sauf le système de santé et que dans la liste des choses qui impactent le plus l'espérance de vie, la qualité de vie, donc son état global de santé, les systèmes de santé arrivent à peu près au 10e rang. Et dans les premiers rangs, on a les niveaux socio-économiques, l'accès à l'alimentation, l'environnement dans lequel on vit, son genre, qui sont finalement beaucoup plus importants pour définir un bon état de santé, qui est non seulement la non-présence de maladie, mais aussi un état de bien-être complet. Et c'est ce qui complexifie un peu la chose quand on parle de santé environnementale, parce qu'on vient finalement influencer les conditions dans lesquelles les gens vivent. Juste pour vous donner un petit peu une illustration très concrète de ce qui se passe, puis peut-être même, en fait, ça tire des racines de santé environnementale, cette image-là, mais je vous ai mis l'image de Montréal, puis pour bien comprendre à quel point ce qu'on finalement on appelle les déterminants sociaux de la santé influencent la santé.
on a des images de la ville de Montréal là, avec les espérances de vie, puis on se rend compte que finalement, dans l'est de Montréal, on a une espérance de vie qui est significativement en dessous du reste de la région. On parle d'un écart jusqu'à 9 ans de différence de vie, là, fait que pratiquement une décennie. Les gens dans l'est de la ville vivent 10 ans, 9 à 10 ans moins longtemps que les gens dans les quartiers les plus riches. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est pourquoi, en fait, historiquement, on a les quartiers les plus pauvres dans l'est de la ville, c'est possiblement parce qu'il y avait des vents qui amenaient la poussière des industries dans l'est de la ville. Puis les bourgeois, il y a à peu près 150 ans, quand ils se sont établis à Montréal, ont décidé de vivre dans un air qui était non pollué et de donner leur pollution de leurs industries avec lesquelles ils faisaient d'argent sur les maisons des travailleurs, des ouvriers. Qui historiquement explique un petit peu pourquoi on a une concentration avec un niveau socio-économiquement un peu plus pauvre dans l'est de la ville. Et c'est ce qui nous fait des nouvelles comme ça qui sont pour moi une catastrophe sociétale. On ne devrait pas accepter qu'il y ait une différence de 9 ans de vie dans une ville comme Montréal. Pensez à tout ce que vous avez fait dans les 9 dernières années de votre vie. Moi, je vous dis, c'est beaucoup de temps. Fait que finalement, ce qu'on sait, c'est que la condition de la santé, en fait, puis ça fait plusieurs années, mais un des rapports super importants dans la conception de la santé vient de l'Organisation mondiale de la santé en 2003, qui était la commission sur les déterminants sociaux de la santé menée par un illustre anglais qui s'appelle Michael Marmot. En fait, qui concluait que les disparités, les différences dans la santé des gens à travers le monde étaient le résultat d'une combinaison toxique de politiques sociales pauvres, une économie qui était injuste et de mauvaise politique. Et tout ça prend tout son sens quand on regarde la crise climatique. Ce qui nous mène en 2009, en fait, une des revues médicales les plus influentes au monde, de l'Ancet, dans un rapport qui est un peu comme la pierre angulaire de tout le monde des changements climatiques et de la santé, publie un rapport qui conclut que les changements climatiques sont la plus grande menace à la santé du 21e siècle. On va voir dans les prochaines minutes un peu pourquoi ils sont arrivés à cette conclusion-là. Ils nous ont un peu rassurés tout de même en 2015. Là, 6 ans plus tard, ils sont arrivés avec un deuxième rapport. Et en fait, dans ce rapport-là, ils disaient, bon, on reconnaît que c'est la plus grande menace à la santé, mais si on lutte efficacement contre les changements climatiques, c'est la plus grande opportunité qu'on a collectivement à travers le monde d'améliorer la santé de tout le monde et de réduire les inégalités de santé. Depuis, à chaque année, le Lancet publie un rapport annuel vers novembre-décembre. Cette année, on l'attend pour décembre. Et ça, c'est la conclusion de leur rapport de l'année passée, où ils concluent finalement que la vie de tous les enfants qui naissaient aujourd'hui, elle a été influencée négativement par les changements climatiques. Et la réponse la réponse collective qu'on offre à la lutte au changement climatique va déterminer le monde dans lequel on vit et la santé des enfants à toutes les étapes de leur vie. Donc, dans leur petite enfance, dans leur adolescence, dans l'adulte et même dans leur âge d'or. Ça a quand même l'impact, ces types de rapports-là. Là. Bon, on a eu un petit retweet d'Hillary Clinton, mais même Leonardo DiCaprio en a parlé. Et je pense que ça illustre un petit peu le type d'influence qu'on est capable d'avoir si on mixe santé et changement climatique, et encore plus après une année comme on vient d'avoir où la santé a été sur les lèvres de tout le monde. Je vais sauter directement dans les impacts des changements climatiques sur la santé. Je ne reviendrai pas sur la création des changements climatiques. Ce qu'on sait, c'est ce que je vous présente, c'est ce qu'on remarque, c'est ce qui est étudié, c'est les impacts dans lesquels on est témoin actuellement. Ce qui nous vient le plus facilement en tête, et encore plus en Amérique du Nord, on sait que le Canada se réchauffe 2 à 3 fois plus vite que le reste du monde. On entend des différences moyennes de température de l'ordre de 3 à 4 degrés là, pour Montréal, puis jusqu'à 7 degrés dans le nord du pays d'ici les années 2080. C'est mine de rien, c'est très rapidement. Et ce qu'on voit principalement dans le sud du Canada, c'est des événements de chaleur extrême, là, des vagues de chaleur. Ce qu'on sait, c'est que les vagues de chaleur arrivent plus intensément, durent plus longtemps, sont plus longues, sont plus intenses et arrivent plus fréquemment. La chaleur extrême, c'est des températures qui sont au-delà des normes. Il y a différentes définitions qui sont données. Il y en a que certains, c'est quand il y a 2 nuits consécutives en haut de 25 degrés. Il y en a que c'est certain quand ça va être les températures qui sont au-delà du 95e percentile. Outre la définition qu'on donne, la chaleur extrême est quelque chose qui tue.
En France, on se rappelle, dans les années 2010 à peu près, il y a eu des milliers de morts. En France, à peu près 40 000, si ma mémoire est bonne. Dans toute l'Europe, ça a été autour de 70 000. La France s'est adaptée excessivement bien avec des plans de chaleur, mais c'est beaucoup de décès. Au Québec, la vague de chaleur en 2010 a aussi un impact considérable. Puis plus proche de nous, on a une vague de chaleur importante en 2018 sur laquelle on va revenir. La chaleur, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle cause un stress important sur un corps et vient influencer un état de santé. Ce qu'on remarque finalement quand on fait des études sur les consultations à l'urgence, il y a une augmentation globale de l'achalandage des services de santé, il y a une augmentation du nombre d'ambulances, de visites aux services de santé et il y a une augmentation globale de la mortalité. Fait que des fois, c'est pas facile de dire directement, là, surtout en médecine, on aime, en science, on aime les liens de causalité. C'est pas toujours facile de dire exactement que le décès est causé par la chaleur, mais ce qu'on remarque, c'est une augmentation globale de mortalité, toutes causes confondues, avec une prédominance pour les maladies cardiovasculaires. Puis je suis certaine qu'un de nos conférenciers qui est avec nous aujourd'hui, François Reeves, est capable de détailler beaucoup plus ça. Les gens qui sont, en fait, qui sont à risque, c'est pas des connaissances qui sont nouvelles, là, ce qu'on partage ce matin. Déjà en 2001, là, dans un des rapports du GIEC, on le notait noir sur blanc que l'augmentation de l'intensité et de la fréquence des vagues de chaleur causées par les changements climatiques allait augmenter la mortalité et la morbidité, donc le fardeau de maladies, principalement chez les populations âgées et les populations urbaines pauvres. Ce qu'on remarque, c'est que beaucoup de populations en situation de vulnérabilité, là, les gens qui ont des comorbidités psychiatriques, les gens en population d'itinérance, c'est souvent eux qui finissent par être le plus impactés négativement de la chaleur. Économiquement, c'est un fardeau important. Là, on a estimé aux États-Unis dans les dernières années que la vague de chaleur pouvait entraîner une perte d'efficacité jusqu'à 20 %, le fait qu'on perdait l'équivalent d'une journée de travail par semaine dans les épisodes de chaleur, ce qui peut avoir des relents financiers importants. À Montréal, je vous mets une carte là. Évidemment, il y a plusieurs enjeux qui se surexposent là. On parle de vague de chaleur, mais il faut comprendre que dans une ville, c'est pas la vague de chaleur va pas affecter tout le monde également. Et il y a des enjeux d'îlots de chaleur qui viennent rentrer en compte. Les îlots de chaleur, c'est des endroits qui trappent la chaleur finalement la plupart du temps parce qu'on a mis trop de béton puis pas assez d'arbres. Et mine de rien, ben, les îlots de chaleur sont souvent dans les quartiers les plus pauvres. On n'en retrouve pas tant à Westmount ou dans le West Island qui sont dotés d'infrastructures vertes beaucoup plus généreuses que, par exemple, dans le bas de la ville, dans Hochelaga. Et en fait, ça, c'est une carte que j'ai tirée de la Direction de santé publique de Montréal qui démontrait les quartiers qui étaient les zones particulièrement vulnérables à la chaleur extrême. Donc, vous avez en rouge les zones où l'indice de vulnérabilité est très élevé, en bleu où ce qui fait meilleur vivre. Et je vous montre dans quelques instants la carte où on a répertorié à peu près 80 décès là, à Montréal. Fait qu'à Montréal, en 2018, dans une des vagues de chaleur, on a répertorié jusqu'à 80 décès. C'est énorme. Et sans surprise, ben, ces décès-là ne sont pas dans les zones bleues. Fait que non seulement on a cartographié, on sait les zones à risque, on sait également ce que les gens meurent. Donc, mine de rien, on a quand même assez d'éléments de réponse pour offrir une réponse politique pour éviter que ces gens-là meurent. Des gens qui n'ont pas nécessairement choisi le quartier ou qui ont eu le luxe du choix du quartier dans lequel ils vivaient. Donc, les liens sont assez directs à ce niveau-là. La chaleur, c'est quelque chose qui tue. On reviendra sur les chiffres spécifiquement au Québec, mais c'est une de nos principales menaces des changements climatiques. Les changements climatiques influencent aussi les périodes d'allergènes, en fait, augmentent les saisons d'allergie. On estime qu'au Québec, ça va être quelque chose qui va être particulièrement morbide parce qu'on a quand même plusieurs personnes qui souffrent d'allergies. Mais en fait, ça augmente donc, pour tous ceux qui ont des allergies saisonnières, là, les changements climatiques augmentent votre risque, en fait, d'en avoir plus longtemps, les périodes où vous n'en avez pas avant, plus intense aussi. Puis on remarque que les allergies sont liées souvent à une incapacité de travail et une augmentation des visites chez le médecin. Donc, il y a quand même un impact là, finalement sur le système de santé. Quelque chose qui est assez populaire ces temps-ci, les infections, les zoonoses, principalement les maladies qui sont transmises d'animaux en humains. On estime que les changements climatiques vont créer des conditions favorables à la propagation et à l'étendue, en fait, de nouvelles maladies ou de maladies préexistantes. Un des exemples assez fréquents qu'on entend au Québec, c'est la maladie de Lyme. C'est une tique qui vit dans des régions avec un climat plus tempéré, puis vu que la Terre se réchauffe, mais en fait,
la tique peut vivre et se reproduire dans des climats plus au nord. Donc, on en remarque de plus en plus en Estrie. Il commence à avoir des cas même dans la couronne nord de Montréal, au Saguenay. On estime qu'il va y avoir de plus en plus de Québécois atteints de la maladie de Lyme. Au Québec, on parle aussi d'un risque accru au virus du Nil occidental et à travers le monde, on estime que dans les 10 dernières années, on a vu les 9 années les plus profitables à la propagation de la maladie de dengue. On estime qu'il y a aussi des liens possiblement avec le choléra et plusieurs autres types de maladies transmises par les animaux. Donc, c'est quelque chose à ne pas prendre à la légère. Et juste, je vous dire des articles d'actualité intéressants, là, mais c'est un article du New York Times, si ma mémoire est bonne, qui parlait un petit peu d'un chaos économique qui résultait d'une augmentation, en fait, d'une épidémie de fièvre d'Agne, possiblement aggravée par les changements climatiques dans un pays avec déjà une instabilité politique, ce qui augmentait globalement, en fait, qui diminuait globalement la qualité de vie des citoyens et qui créait des situations instables, finalement. Malnutrition, on est relativement encore une fois chanceux au Québec dans le sens qu'on est dans une société relativement, on est dans les pays à revenus élevés si on se compare ailleurs, mais le prix des denrées de base risque d'augmenter. Différentes façons, les changements climatiques influencent les conditions agricoles, créent plus de sécheresse globalement. On remarque une diminution de la production agricole de 3-6 % selon les semences dans les dernières années. Les changements climatiques augmentent en fait le risque d'inondation et de sécheresse dans plusieurs régions. Fait que dépendamment, on est dans quelle saison agricole, on diminue le potentiel de récolte. Et en fait, la malnutrition, l'insécurité alimentaire peut entraîner des mouvements de migration de masse qui sont un autre des effets collatéraux des changements climatiques. Plus proche de nous, les feux de forêt, on en a parlé beaucoup ces temps-ci. Les changements climatiques viennent influencer les feux de forêt de plusieurs façons, par la sécheresse, par un réchauffement global. Ce qui est intéressant, en fait, et très triste avec les feux de forêt, c'est que ils viennent également aggraver les changements climatiques en relâchant beaucoup, beaucoup de gaz, dont certains qui ont un potentiel très élevé, comme du méthane. On vient aggraver les changements climatiques. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a de plus en plus de différents types de feux. Il y a des feux de tourbière qui sont beaucoup plus difficiles à contrôler, qui viennent influencer les régions nordiques, comme l'Alaska, la Sibérie, qui n'avaient jamais vraiment vu de feux de forêt de cette ampleur-là. On estime que c'est à peu près 90 % des feux de forêt, mine de rien, qui sont quand même causés par l'homme. Donc, c'est un humain là, qui serait à leur origine. Les feux de forêt viennent créer une condition de qualité de l'air complètement désastreuse, augmentent le risque d'asthme, d'exacerbation de problèmes pulmonaires existants, de pneumonie et en fait de déplacement de population également. À Fort McMurray, en Colombie-Britannique, en 2017, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais les feux de forêt ont nécessité l'évacuation de 880 patients et 700 professionnels de la santé, donc des patients hospitalisés, parfois certains qui sont déjà branchés à des machines pour les aider à vivre. Là, si on peut imaginer que le déplacement de ces patients-là ne doit pas être simple et peut occasionner un stress supplémentaire sur leur état de santé déjà précaire. On a fermé 19 établissements de santé et globalement dans la région, il y a une augmentation des consultations en urgence. C'est difficile, j'imagine, en ce moment, dans l'Ouest, autant au Canada qui maintenant écope des vents, là, des feux de forêt de l'Oregon, mais de voir un patient qui a un asthme et dire prends ta pompe, retourne à la maison quand le ciel est orange puis on ne voit même pas à quelques mètres devant soi parce qu'il y a de la fumée dans l'air. Je parlais des feux de tourbière, c'est une nouvelle menace, mais c'est ce qu'on a observé en Sibérie cet été, en Alaska. En fait, c'est des feux qui causent encore plus de fumée, qui brûlent un peu de façon souterraine, qui captent la chaleur, donc sont beaucoup plus difficiles à contrôler, mais le potentiel est potentiellement encore plus néfaste pour la santé. Et c'est dans des zones qui, avant, étaient parmi des feux de forêt. Inondation, la littérature, en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une augmentation des phénomènes d'inondation un peu globalement. On en a eu témoin au Québec, possiblement associé à une fonte plus rapide des neiges au printemps. Après, il reste un gris dans la littérature, pour être bien honnête, sur est-ce que si finalement les changements climatiques augmentent la température, il y a moins de neige l'hiver, qu'est-ce qui va arriver? Ça va être à suivre, mais actuellement, c'est une des choses qui est le plus étudiée. Les inondations sont accessiblement dommageables au niveau de l'état financier. Il y a beaucoup de gens qui peuvent tomber en situation financière précaire. Et comme je le rappelais tantôt au début, en fait,
un des principaux déterminants de notre état de santé, c'est notre niveau socio-économique. Donc, les inondations peuvent faire plonger des gens dans la pauvreté, dans une situation de stress. Puis NSPQ étudie de plus en plus les états d'anxiété, de dépression liés au phénomène d'inondation, également de choc post-traumatique qui nécessitent des suivis médicaux, de la psychothérapie, ou même parfois de la pharmacothérapie, là, donc une prise de médicaments pour surmonter l'épreuve. Anxiété, stress, ben, en fait, oui, causé par les inondations, mais un peu par tout globalement. Là, on parle de plus en plus d'un nouveau phénomène d'éco-anxiété, donc une anxiété liée à la perturbation environnementale, à la perte de son environnement qu'on considérait stable, donc un environnement qui se tourne contre nous finalement. On le voit avec des mouvements de jeunes. On est encore en train d'étudier concrètement, on manque d'indicateurs, là, puis c'est une des choses sur lesquelles le Lancet se penche pour essayer de définir un indicateur pour être capable de suivre scientifiquement l'augmentation de l'anxiété et du stress à travers le monde, mais c'est un phénomène qui est de plus en plus remarqué par différents intervenants en santé mentale. Je ne m'étendrai pas sur la pollution de l'air parce qu'on a deux autres intervenants ce matin qui parlent de pollution de l'air. La seule chose que je vais... en fait, quelques points. La pollution de l'air, en fait, ça, c'est un article super intéressant qui a été publié dans The Guardian en mai 2019, là, suite à une étude américaine par l'Association des chirurgiens cardio-thoraciques, si ma mémoire est bonne. Graphique super intéressant qui résume assez bien les impacts de la pollution sur les organes du corps. Puis finalement, ben, je vous ai mis le headline, mais la pollution atmosphérique pourrait endommager à peu près tous les organes dans le corps. Ça passe par le cœur, les poumons, le cerveau, les reins. Il y a même des liens sur la croissance intra-utérine, donc des fœtus, des bébés de petit poids, des retards de croissance, plus de fausses couches, d'avortements spontanés, plus de cancer, possiblement une altération de la fertilité autant chez les gens que chez les femmes, des problèmes endocriniens. À travers le monde, la pollution atmosphérique est responsable de 1 décès sur 8, ce qui représente 7 millions de personnes, des décès prématurés qui n'auraient pas dû être qui ne devraient pas être. Au Canada, on est à peu près dans les chiffres de 14 400 par année. C'est des chiffres de Santé Canada de décembre 2019. L'extrapolation au Québec nous donne des chiffres de 3 800 décès par année. Des décès qui sont, on le rappelle, évitables, qui peuvent être prévenus si on augmente les contrôles sur la qualité de l'air et si on réduit en fait la principale cause de la pollution atmosphérique, qui est l'extraction et la combustion des énergies fossiles, qui par hasard est également la même cause des changements climatiques. Je vais sauter ça. Donc, là, j'ai un peu la partie un peu sombre où j'ai fait un grand détail de à quel point notre santé va être complètement perturbée par les changements climatiques. Nous, ce qu'on s'efforce à faire, et finalement, le travail qu'on fait depuis quelques années, c'est de dire que les changements climatiques, c'est avant tout une question de santé, une question de santé personnelle, une question de santé publique, et les deux sont indissociables. Au Québec, les chiffres de l'INSPQ nous disent que c'est à peu près 20 000 Québécois minimum qui vont décéder au Québec d'ici les 50 prochaines années des impacts des changements climatiques. C'est possiblement une sous-estimation. Ça ne compte majoritairement que les décès liés à la chaleur extrême. 20 000 personnes, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Des exemples qu'on voit, je mentionnais au début de présentation, la canicule fait près de 90 victimes au Québec. Les chiffres ont été un petit peu réduits par la suite, mais on reste dans ces eaux-là, puis ça, c'est seulement en 2018. Cette année, on a estimé, avec les vagues de chaleur qu'on a connues de façon rapprochée en début d'été, nombreuses, là, les décès ont possiblement été moindres qu'attendus parce que les gens qui partagent les critères de vulnérabilité pour la chaleur, ce sont des groupes très similaires aux gens vulnérables à la COVID. Donc, beaucoup de population 65 ans et plus qui vivent dans des milieux plus ou moins bien isolés ou aérés. Et donc, ces gens-là sont possiblement morts de la COVID avant d'avoir été impactés par la chaleur, ce qui est très triste en soi, mais ce qui explique possiblement la plus faible mortalité cet été associée à la chaleur extrême. Évidemment, tout ça pose un stress important sur le système de santé. On peut imaginer que quelqu'un a un événement comme un feu de forêt ou finalement une vague de chaleur. On augmente la pression sur un système qui est déjà engorgé. On augmente la pression sur la première ligne. On augmente le nombre de consultations médicales. On augmente les coûts qui sont associés. On augmente la nécessité de suivi, souvent de médicaments aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est pour moi très préoccupant quand on le sait. Puis je rappelle, cette année, plus que jamais, on a parlé à quel point le système de santé était congestionné. On avait une pénurie de main-d'œuvre. C'est une question très préoccupante qui
pour moi, m'incite à dire, il faut agir sur les changements climatiques parce que notre système de santé n'est peut-être pas capable d'absorber le fardeau qui s'en vient. En fait, qu'on ressent déjà, mais qui va empirer dans les prochaines années. Je vous tire des chiffres d'Uranos rapidement, juste pour vous donner une idée de grandeur, mais on estime les coûts pour le système de santé de différents impacts des changements climatiques sur la santé au Québec. Les zoonoses, qui sont les maladies transmises par les animaux, comme la maladie de Lyme, le virus du Nil occidental, on approche les milliards là, en termes d'impact potentiellement sur le système de santé, ce qui est beaucoup d'argent. Les inondations coûtent déjà à peu près 20 millions par année au Québec. Le pollen coûte déjà près de 3,4 milliards, souvent en invalidité ou en réduction de capacité de travail. C'est des chiffres qui m'apparaissent, que je trouve impressionnants. Ça arrive à la partie, j'avance assez vite, là, mais j'arrive, il me reste à peu près 5-10 minutes, fait que je vais aller rapidement. J'arrive à la partie où je vous présente des traitements potentiels. Chaque traitement, en fait, pourrait faire l'objet d'une présentation en soi. Mais je vous présente des traitements qui ont des potentiels de co-bénéfices pour la santé. Donc, qui se disent, si on agit pour les changements climatiques, on agit pour la santé. Et dans les types de co-bénéfices potentiels, on parle d'une amélioration globale de la santé, une plus grande capacité de travail, moins d'absentéisme, une réduction des visites médicales ou de la pression là, sur le système de santé, moins de médicaments, puis une augmentation globale de la productivité. Donc, économiquement, ce sont des politiques qui se défendent, qui sont rentables et qui permettraient finalement d'en avoir plus pour son argent que ce qu'on a investi. La première dans tout ça, c'est de réduire la combustion des énergies fossiles, des gaz à effet de serre, pour améliorer globalement la santé. On peut penser qu'on est sur une bonne trajectoire, mais non. Globalement, à travers le monde, la combustion d'énergie fossile augmente. Et malgré le lockdown global de 2020, là, il y a des chiffres de l'Organisation mondiale de la météorologie qui nous indiquent que la combustion ou l'utilisation des énergies fossiles a quand même augmenté en 2020. En 2008, quand il y a eu un grand boom, une grande récession économique, on a vu une diminution de la croissance de l'utilisation des énergies fossiles, mais le relent après, ça a été une croissance encore plus rapide quand une reprise économique. Donc, c'est quelque chose sur lequel on pourrait avoir peur dans les prochains mois, que la relance économique, finalement, entraîne une croissance encore plus accrue de la combustion et l'utilisation des énergies fossiles. Et le Canada fait très piètre figure. Là, on est parmi ceux qui ont augmenté le plus l'extraction des énergies fossiles dans les 10 dernières années. On utilise plus de l'équivalent carbone qu'à peu près tous les pays dans le monde. Le seul qui nous dépasse, c'est les Émirats arabes unis, si on compare par capita. On n'est pas dans une très bonne position, malgré que, de façon très intéressante, globalement, à travers le monde, on est un pays qui fait bonne figure au point de vue environnemental, mais si on se compare réellement, on n'est pas des champions. Deuxième, et je pense que ça, François Hughes est capable de peut-être enchérir là-dessus parce qu'il a travaillé beaucoup là-dessus dans les dernières années, mais l'augmentation du transport actif là, qui réduit finalement l'utilisation de la voiture solo, des véhicules à combustion, le transport actif qui passe par le vélo, la marche, le transport en commun, les vélos, le métro, en fait, augmente la mobilité globale des gens, ce qui a des impacts assez importants sur la diminution de l'obésité, le diabète, l'ostéoporose, qui entraîne des coûts de santé importants au Québec actuellement. Un des domaines, en fait, qu'on étudie de plus en plus, c'est la réduction de la consommation de viande rouge, là, la production agricole, en fait, les terres agricoles qui sont dédiées uniquement à l'entretien des vaches qui finalement et des cochons qui finalement nous servent à manger est très néfaste. Il y a de plus en plus, dont le nouveau guide alimentaire canadien quand même et quelques consortiums de recherche qui prônent une alimentation beaucoup plus basée sur les végétaux sans nécessairement complètement nier un apport de protéines animales, mais une réduction marquée de protéines animales dans l'assiette. Et globalement, on a des données qui commencent à démontrer que ça pourrait augmenter la santé cardiovasculaire globale. Quelque chose sur lequel on travaille activement, notamment avec Joanne et François, c'est sur l'augmentation des espaces verts, particulièrement en milieu urbain. Les espaces verts ont le potentiel de réduire les eaux de chaleur qui sont mortelles et de contribuer au bien-être global.
je vous ai mis un court extrait d'une entrevue avec Pierre Gosselin, qui est un médecin-chercheur qui travaille à l'INSPQ, mais qui fait un peu lien avec événements météorologiques extrêmes, vagues de chaleur et potentiel du verdissement urbain. Des études au Québec démontrent qu'environ 45% de la population ressent des symptômes, est incommodée en fait par les périodes de canicule. À peu près 1 personne sur 10 va appeler un professionnel de la santé, ce qui entraîne des coûts de 55 millions, ce qui est énorme lors de chaque canicule. Alors que si on investit en verdissement, ben, on a peut-être des bénéfices pour $1 de 3 à 15 $, ce qui est quand même important. Et on pourrait en fait réduire la pollution atmosphérique parce que les arbres ont un potentiel de captation des polluants. L'Organisation mondiale de la santé, qui est de plus en plus franc dans ses demandes envers les pays pour protéger la santé, estime que si on atteint les cibles climatiques de Paris, on a le potentiel de sauver 1 million de vies de la pollution atmosphérique seulement par année d'ici 2050, dans un futur assez proche. Et la même analyse démontrait en fait que la valeur des gains potentiels pour la santé serait les doubles du coût des politiques pour y arriver. Fait que c'est de dire, on comprend que les politiques, les changements législatifs ont un coût. Sauf que si on inclut les bénéfices pour la santé de ces politiques-là, bien finalement, on gagne, on double notre investissement, ce qui est très, très, très rentable. Maintenant, je passe rapidement. Je l'ai mentionné, mais je pense qu'il faut changer un petit peu notre discours sur les changements climatiques, parler beaucoup plus des gens et de la santé humaine que des ours polaires, parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus proche de nous. Puis même le Guardian a fait une déclaration comme quoi il allait aller dans ce sens, qu'il allait changer les types d'images utilisées pour parler du climat. Et je pense que c'est une excellente direction avec laquelle on devrait en fait demander à nos médias de le faire plus régulièrement. Il y a des façons de parler avec des changements climatiques. Excellente entrevue de 12 minutes à peu près. Qu'est-ce qui fait qu'on écoute, qu'on change nos façons de parler du changement climatique? Puis en fait, ce qu'on conclut, c'est qu'il faudrait parler plus de santé puis que ça incite à l'action. Et parce que la santé nous permet de le cadrer comme une opportunité et non comme une simple menace. Et c'est toujours plus intéressant d'agir dans une perspective qui nous donne l'espoir plutôt que de réagir et d'être dans la peur. Où se renseigner, et je termine là-dessus, quelques ressources intéressantes si jamais vous voulez approfondir davantage. L'INSPQ, l'Institut national de santé publique, a une excellente plateforme en ligne, autant pour le grand public que les professionnels de la santé, qui s'appelle Mon climat, ma santé. Je vous partage également un excellent livre qui a été écrit par des auteurs canadiens de Toronto sur la santé dans l'Anthropocène, donc dans une période de temps où on a changé la Terre par l'activité humaine, aborde énormément d'enjeux différents. Un livre qui s'appelle Climate Change and Health of the Nation, qui fait en 400 pages, qui va en détail de ce que je vous ai dit à peu près en 20 minutes. Et si vous voulez suivre annuellement l'équipe du Lancet Countdown, il y a un super site où on peut jouer avec les données, autant de la pollution atmosphérique, des vagues de chaleur, de l'exposition aux feux de forêt à travers le monde, qui sort à chaque année à peu près en novembre-décembre. Puis quelques organisations qui font des choses. L'Organisation mondiale de la santé a quand même aussi des ressources. L'Alliance de Global Climate and Health Alliance, qui d'ailleurs récemment ont émis une lettre ouverte signée par à peu près les 2/3 des professionnels de la santé à travers le monde demandant une relance verte. Je vous invite à le visiter. Je pense qu'il y a quand même des pistes intéressantes de réflexion au niveau politique par la suite. Bien sûr, nous, à l'Association canadienne et québécoise des médecins pour l'environnement, on essaie de produire la documentation. Récemment, on a émis un rapport qui présente 25 recommandations pour une relance verte et durable. On a émis des recommandations sur la fracturation hydraulique, qui est un mécanisme d'extraction de gaz et d'énergie fossile qui est complètement délétère pour la santé. Et donc, on produit des documentations comme ça qui sont disponibles sur notre site web. Et plus récemment, au Québec, on a créé La planète s'invite à santé, qui se veut un outil de mobilisation des professionnels de la santé, donc pas juste des médecins, à travers les établissements de santé du Québec pour qu'il y ait une transition qui se fasse dans le système. Ce que je n'ai pas dit, c'est que le système de santé est responsable d'à peu près 4,5 % des émissions de gaz à effet de serre annuellement au pays, ce qui est très... Bon, en fait, finalement, on a aussi un rôle nous-mêmes à réduire l'empreinte environnementale d'un système, mais ça peut faire l'objet d'une autre présentation. Et donc, finalement, en fait, la décision est complètement politique, puis c'est à nous d'essayer de voir ce qu'on peut faire pour permettre de vivre dans un monde qui nous est pas délétère, puis en fait, qui promouvoit notre santé. J'arrête là-dessus. Bien, merci beaucoup, Dr. Claudel Pétrin-Desrosiers. C'était très intéressant. On ne m'a pas transmis de questions de l'audience. N'hésitez pas à nous
je m'adresse à nos participants à poser des questions par écrit et on pourra les poser par la suite à nos conférenciers et ensuite à nos panélistes. Puisqu'il n'y a aucune question de nos participants, ben, j'en profiterai pour poser une question de mon cru, Claudel. Euh, on le sait, les changements climatiques, il y a beaucoup de gens qui sont encore climato-sceptiques. On a entendu hier le président des États-Unis dire face aux feux de forêt dans l'ouest du pays que ça va finir par rafraîchir. Euh, les sources des changements climatiques et de la pollution atmosphérique sont souvent les mêmes, c'est-à-dire les énergies fossiles. On sait que pour la pollution atmosphérique, ça cause présentement, maintenant, des décès, des maladies, des coûts économiques. Est-ce qu'on devrait plus mettre en lumière la pollution atmosphérique pour en venir à diminuer les sources de pollution atmosphérique et par le fait même diminuer les changements climatiques? Mais on pourra pas faire face à la crise climatique si on ne réduit pas la quantité de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère. Ça, c'est clair. Ta question, en fait, Joanne, regroupe une question qui vient d'être posée sur les climato-sceptiques et les gens qui sont réfractaires au changement. Il y a toujours la possibilité de se battre infiniment contre des gens qui ne croient pas à nos méthodes d'analyse scientifique. Je pense qu'il faut aller au-delà de ça. Puis, il y a un mouvement globalement à travers le monde, et même au Canada, au Québec encore plus que dans le reste du Canada. Il y a un appui citoyen important envers... On considère la lutte climatique, la crise climatique comme une priorité. Il y a un sondage, là, il y a quelques jours, de l'Association France-Presse qui a été fait, en fait, un sondage mené par des chercheurs américains dans 14 pays à travers le monde. Les changements climatiques sont parmi la priorité numéro un, préoccupation numéro un dans ces 14 pays-là. Donc, on a réussi à maintenir un momentum. Maintenant, je pense que là où ce qu'on manque à l'appel, c'est qu'on a dans nos plans, dans nos évaluations, on ne considère pas la santé, ce qui fait qu'on considère des coûts beaucoup plus élevés des politiques parce qu'on se dit qu'il va y avoir des emplois perdus, il va y avoir, ce qu'on choisit comme mesure n'illustre pas le potentiel qu'ont les mesures efficaces de lutte au changement climatique. Je pense également que la santé, c'est quelque chose qui est très rassembleur. On l'a vu, on s'est unis derrière le gouvernement il y a quelques mois quand notre santé a été menacée par la COVID. Soudainement, ça a été une priorité collective. On s'est dit, on va protéger la santé de tout le monde. C'est un potentiel de rassembleur. Puis même pour tenir les politiciens, j'ai accountable, mais responsables ou redevables, il n'y a pas un politicien qui va être capable de dire publiquement qu'il veut que sa population ne soit pas en santé. C'est quelque chose qui est, au Canada, au Québec, qui est bien connu. La santé, c'est quelque chose qui est partagé, qui est chéri, c'est une valeur qui nous unit. Je pense que si on mise là-dessus dans le discours, on a un potentiel de les rendre encore plus redevables envers nous. Quand on parle de notre droit de vivre dans un environnement sain, quand on parle de coûts de santé, la santé occupe déjà à peu près 40 % du budget du gouvernement. Est-ce qu'on veut que ce chiffre-là augmente? Pas particulièrement. Je pense pas que ça serait à l'avantage de personne, mais les changements climatiques nous posent la question possiblement que le fardeau va augmenter sur le système de santé et donc les dépenses associées aussi. Il y a plusieurs éléments. Je pense que M. Frédéric Valsin demandait est-ce que recentrer le débat sur la santé humaine peut être une piste de solution? Absolument. C'est ça sur quoi on travaille, mais je pense que pour ça, il y a encore beaucoup d'éducation à faire sur le fait que les changements climatiques et la pollution atmosphérique influencent la santé. Et ça, les gens le réalisent de plus en plus, mais il ne faut pas le réaliser trop tard. Parfait. Merci beaucoup. Étant donné l'importance de la santé, c'est très intéressant de voir que des médecins s'impliquent dans ce débat. Joanne, on a peut-être le temps pour une question là qui a été posée donc effectivement vous pouvez utiliser le chat si vous voulez poser des questions et échanger, il n'y a pas de problème. Il y a une section vraiment spécifique pour ça que c'est Q&R. Puis il y a Junior Ntambo qui nous pose une question, à savoir est-ce que l'accord de Paris sur le climat est une réelle solution pour atténuer la problématique des changements climatiques et améliorer la santé? Si on respectait l'accord de Paris, il y aurait un potentiel, mais en ce moment, pour l'instant, tous les pays semblent ne pas s'en préoccuper, incluant le Canada. Les décisions gouvernementales ne sont pas alignées avec les commitments,
j'ai un blanc sur le mot français, parce que la littérature est très anglaise, je suis désolée, sur ce qu'on s'est commis, en fait, dans l'accord, des décisions d'exploiter, de construire plus d'oléoducs, de faire des projets qui, finalement, mettent le problème ailleurs, ne vont pas dans la même direction que ce sur quoi on a dit qu'on allait faire, finalement. Donc oui, il y a un potentiel. L'accord de Paris, c'est possiblement l'accord de santé publique le plus important à travers le monde actuellement. Mais un des problèmes avec la gouvernance internationale, c'est qui est responsable, qui est redevable et quel mécanisme que nous avons pour forcer son implantation. Et les politiciens sont souvent très intéressés par quelque chose qui a un impact très, très direct dans l'espace de quelques semaines, quelques mois. L'impact des politiques climatiques aujourd'hui, on va être capable peut-être de l'étudier dans quelques années seulement, et ça, c'est un frein. Mais finalement, tout le monde se repousse et se relance la part de responsabilité. Et ça, c'est un des enjeux en gouvernance actuellement qu'on a. Il n'y a personne pour enforcer et pour réellement mettre en place l'accord de Paris, qui a un beau potentiel, mais actuellement n'est pas assez puissant de par sa forme. Effectivement, il y a aussi la possibilité d'interpeller peut-être les financeurs de l'extraction de pétrole. Alors, Non, mais sans je plus. lisais un papier là-dessus hier, justement, mais en fait, nos banques sont possiblement aussi responsables parce qu'ils ont des liens incroyables avec les investissements, les prêts envers les compagnies d'extraction de minières. Puis en fait, nos banques canadiennes sont celles qui, à travers le monde, ont connu la plus grande augmentation de part financière dans les entreprises de gaz à effet de serre, là, autant surtout dans l'ouest du pays. Donc, il faut regarder au point de vue de nos banques aussi, à quel point on les tient redevables, mais qui sont des compagnies un peu plus privées. Donc, ça complexifie encore plus la chose. Mais nos institutions financières pourraient être une partie de la solution, mais en ce moment, sont plutôt dans le côté du problème. Exact. Alors, écoutez, je vous invite à passer à notre deuxième conférencier, qui est Mathieu Rouleau, qui est évaluateur principal au sein de la division de l'évaluation des effets de l'air sur la santé. Il cumule 12 ans d'expérience dans le domaine de la pollution atmosphérique liée aux sources mobiles, comme les véhicules routiers, le transport ferroviaire et maritime, et à la production énergétique, comme le gaz de schiste. Généraliste plutôt que spécialiste, Mathieu contribue à des évaluations d'impact sanitaire, des projets de recherche liés au transport et des analyses de sujets émergents, comme les microplastiques aéroportés, les poussières de route, les émissions liées à l'usure des pneus et des freins. Alors, Mathieu, sans plus tarder, on te passe la parole. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfait. Excellent. Mais merci beaucoup de cette occasion de parler des activités de Santé Canada en ce qui a trait aux impacts sur la santé de la pollution de l'air. Plus spécifiquement, aujourd'hui, je vais parler de nos estimations des décès prématurés, de la morbidité et des coûts économiques liés à la pollution de l'air. Et je vais me concentrer sur des polluants qui ne sont pas des gaz à effet de serre. Donc, je vais continuer là, avec la bonne nouvelle, mais pour l'autre aspect de la pollution de l'air. Donc, je travaille pour la division de l'évaluation des effets de l'air sur la santé. Ça fait partie du Bureau de la qualité de l'eau et de l'air. Nous sommes un groupe basé à Ottawa. Et nos activités principales comprennent entre autres la réalisation d'évaluation du risque, autant pour des polluants uniques comme le dioxyde d'azote, par exemple, ou pour des mélanges comme les émissions des véhicules à essence. Nous travaillons également à l'élaboration de normes canadiennes de la qualité de l'air ambiant en collaboration avec Environnement et Changement climatique Canada. Et nous réalisons aussi des évaluations d'impact sur la santé. Et c'est de ça que je vais vous parler ce matin. Avant, tiens, 2 minutes là. Je vais partager mon écran. Et voilà. OK, donc, quoi que les analyses présentées aujourd'hui soient publiées par notre... Oui, pardon. Oui. On n'a pas ton écran, arriver. malheureusement. En tout cas, moi, je ne le vois pas. Il me semble que j'ai... Parfait. C'est en train de charger. Merci.
Donc, vous voyez bien? Excellent. Oui, comme je disais, aujourd'hui, je vais présenter des analyses qui sont réalisées donc, par notre division, mais c'est vraiment une collaboration entre plusieurs bureaux de Santé Canada et aussi des collaborations avec des spécialistes d'environnement et changement climatique Canada, notamment le service météorologique, et aussi des collaborations avec des chercheurs universitaires. Et ces collaborations à l'externe de Santé Canada, si on veut, c'est surtout pour la modélisation des polluants atmosphériques qui sont nécessaires à nos analyses. Aujourd'hui, je vais vous parler de nos estimations pour des impacts sur la santé de la pollution de l'air au Canada. Et quand je parle de ces impacts, c'est vraiment l'exercice de quantifier les incidences sanitaires de la pollution de l'air. Donc, on veut quantifier donc, le nombre de décès prématurés liés à la pollution de l'air ou le nombre de jours avec des symptômes d'asthme ou le nombre d'hospitalisations. C'est ce genre d'incidence, d'effets sanitaires qu'on veut quantifier. Donc, je vais commencer par un bref historique et juste parler du contexte de ce type d'analyse à Santé Canada. Je vais faire un survol rapide de la méthodologie qui est utilisée pour estimer l'exposition à la pollution de l'air, estimer les impacts sanitaires et aussi estimer les coûts économiques qui sont liés à ça. Et ensuite, je vais résumer certains des résultats de nos plus récentes analyses et faire des comparaisons avec des analyses antérieures, soit par Santé Canada ou par d'autres agences. Et je vais finir avec quelques notes sur les limites de ce type d'analyse, des défis et nos activités futures dans ce domaine. Alors, allons-y donc. L'évaluation des impacts sanitaires, c'est un type d'estimation qui est relativement courant aujourd'hui. Un exemple de publication annuelle sur les impacts sanitaires de la pollution provient de l'Organisation mondiale de la santé, également de l'Institute for Health Metrics and Evaluation, l'IHME. Donc, ces analyses sont dans le cadre du projet sur la charge mondiale de la morbidité, surtout connu en anglais là, sur le GBD analysis, ou le Global Burden of Disease. Donc, l'OMS et l'IHME estiment les impacts sanitaires de plusieurs facteurs de risque, y compris la pollution de l'air. Donc, ce n'est pas seulement la pollution qui est le sujet de leur analyse. Et ces estimations donc, sont disponibles au niveau mondial et aussi pour la majorité des pays là, individuellement. Et ici, sur la diapo, je présente les résultats, les estimations pour 2016, où, selon l'IHME, la pollution de l'air liée à l'ozone et aux particules fines avait contribué à 4,3 millions de décès prématurés, ce qui représentait le 6e facteur de risque de mortalité à l'époque. Pour le Canada spécifiquement, on estimait à 7136 le nombre de décès prématurés, et ça représentait le premier facteur de risque environnemental et le 11e facteur de risque de décès prématurés. Il existe aussi, donc ça c'était pas des analyses internationales, il y a aussi des analyses canadiennes qui ont porté sur ce sujet. Une des premières a été publiée par Stan Newdeck et ses collaborateurs en 2004. Et à l'époque, en analysant les impacts de 5 polluants, ils avaient estimé que la pollution de l'air était responsable de 5 900 décès prématurés, et ça dans 8 divisions de recensement. Ces 8 divisions de recensement correspondaient avec les grandes villes et représentaient environ 30 ou 33 de la population canadienne. Quelques années plus tard, l'Association médicale canadienne a publié un rapport où elle estimait que l'exposition aux particules fines et à l'ozone, 2 polluants, était responsable de 21 000 décès prématurés en 2008, à travers c'était pour toute la population du Canada. Plus récemment, il y a Dave Steeb, un de mes collègues à Santé Canada, qui a publié un article où il étudiait donc les impacts sanitaires de l'exposition aux particules fines seulement. Et pour l'année 2011, on estimait les décès prématurés qui allaient jusqu'à 9 500 décès prématurés donc, par année. Quand même des chiffres assez importants. Et Santé Canada, comme tel, là, on s'est impliqué très, très récemment dans ce domaine-là. Puis on a été motivés par la disponibilité de nouvelles données, de données plus détaillées sur la pollution de l'air et sur des effets sur la santé. Puis aussi motivés par le développement de nouveaux outils de modélisation de la qualité de l'air qui nous permettaient d'avoir des meilleures estimations de l'exposition. Aussi, on a été motivés, il faut le dire, par les publications de l'IHME qui présentaient des résultats pour le Canada. Alors, on voulait peut-être reprendre le contrôle de ces estimations-là.
Et donc, on a estimé les impacts de la pollution de l'air pour l'ensemble du Canada. Et notre première publication est parue en 2017 et elle présentait des estimations pour les décès prématurés seulement. Ensuite, on a fait une mise à jour en 2019 où on présentait les décès prématurés ainsi que des effets de morbidité et une estimation des coûts économiques. Et Claudel a mentionné ce rapport-là avec 14 000 décès prématurés provient de ces rapports-là. Puis finalement, on a une nouvelle mise à jour que nous souhaitons publier dans les prochains mois, si tout va bien. Et les valeurs qui vont être présentées aujourd'hui sont tirées de cette nouvelle analyse et qui est aussi une mise à jour, là, une amélioration des analyses antérieures. Donc, on va passer tout de suite aux résultats de nos plus récentes analyses. Donc, pour l'année 2016, Santé Canada estime que la pollution de l'air a contribué à 15 300 décès prématurés. Et pour des effets de morbidité, il y a quelques exemples ici. Donc, la pollution de l'air serait responsable de 2,7 millions de jours avec des symptômes d'asthme, 13 millions de jours d'activité restreinte, des milliers d'hospitalisations et aussi des milliers de visites à l'urgence. Et tous ces impacts, autant de décès prématurés que de morbidité, s'accumulent pour un impact économique équivalent à 120 milliards de dollars pour l'année 2016. Ça, c'est des valeurs annuelles donc qui vont revenir en 2017, en 2018, en 2019. Ils vont être, selon nos analyses jusqu'à maintenant, vont être quand même assez similaires. Donc, c'est un impact considérable. Alors là, dans les prochaines diapos, je vais vous présenter l'approche générale que nous utilisons pour arriver à ces estimations-là. Et je vais essayer de l'expliquer avec cette équation simplifiée là, qui contient 5 éléments clés. Donc, le premier élément est le delta de concentration, donc la concentration d'exposition. C'est la première chose que nous devons faire. Donc, connaître l'exposition de la population à la pollution atmosphérique pour l'ensemble du Canada. Alors, nos analyses se veulent nationales. Alors, on doit vraiment avoir des estimations pour l'ensemble du pays. Alors, pour ça, on va utiliser une combinaison de données d'observation, soit au sol ou des données satellites. Également, on va combiner ça avec la modélisation atmosphérique pour pouvoir estimer les concentrations ambiantes des polluants. Ensuite, on va comparer ces concentrations ambiantes. Donc, les concentrations ambiantes, c'est les concentrations extérieures là, auxquelles nous sommes exposés quotidiennement. Ensuite, on va comparer ces concentrations-là avec des concentrations de référence qui ont été établies par Environnement et Changement climatique Canada. Et ces concentrations de référence, comme un minimum de pollution qui aurait lieu même en l'absence d'humains. Il y aurait toujours un certain niveau de base de particules fines dans l'air ou un certain niveau de base d'ozone. Aussi, je vais mentionner que pour nos analyses, on se concentre sur 3 polluants. Donc, le dioxyde d'azote, NO2, l'ozone et puis les particules fines, le PM2.5. Le prochain élément de l'équation est la fonction concentration-réponse. Alors là, ici, une fonction concentration-réponse représente une relation quantitative entre l'exposition à un polluant et une hausse du risque d'un effet sanitaire. Ces effets sanitaires-là peuvent être un décès prématuré, peuvent être une hospitalisation, une visite à l'urgence, c'est le type d'effet, là, ou un jour avec des symptômes d'asthme. C'est un effet sanitaire qui nous intéresse ici. Alors, ces valeurs d'FCR proviennent d'analyses statistiques et d'études épidémiologiques canadiennes et nord-américaines. Donc, un exemple ici d'FCR, si on est pour illustrer un FCR, c'est que pour une hausse de 10 microgrammes par mètre cube de particules fines, le risque de décès prématuré augmenterait par 10 %. Ça, c'est l'exemple type d'FCR. Donc, ensuite, le prochain élément de l'équation, c'est le taux d'incidence sanitaire de référence. Alors, on est intéressé à la hausse du risque qui est représenté par la pollution de l'air. Alors, il est nécessaire de prendre en compte le taux d'incidence de référence pour chaque effet sanitaire qui va être analysé. Donc, on doit connaître, par exemple, le nombre de cas par 1 million d'habitants qui se fait en temps normal, qui est observé en temps normal. Ensuite, nous passons à la population exposée. Ici, on va utiliser des données de recensement, du recensement du Canada et on va stratifier la population par groupe d'âge. Parce que les différents groupes d'âge vont être susceptibles à différents niveaux à l'exposition aux polluants de l'air.
Et pour finalement, le dernier élément, c'est pour déterminer les impacts économiques de la pollution de l'air. C'est la volonté, c'est la volonté de payer. Donc, ça provient d'analyses, de sondages ou d'analyses auprès des gens pour essayer de déterminer quel est le montant d'argent que les gens seraient prêts à payer pour réduire leur risque d'un effet néfaste lié à l'exposition à un polluant de l'air. Et il faut aussi comprendre que nos analyses, les analyses de Santé Canada se font au niveau de la division de recensement. Alors, le Canada est divisé en 293 régions géographiques définies comme des divisions de recensement. Donc, 293 divisions de recensement. Et on doit connaître donc les concentrations d'exposition pour les 3 polluants dans chacune de ces divisions de recensement. On doit aussi connaître le taux d'incidence de référence pour chacune de ces divisions et aussi avoir une description de la population. Donc, ça fait quand même beaucoup de données à tenir en compte. Mais heureusement, nous avons un outil pour ça. C'est l'outil, j'ai oublié de l'écrire malheureusement, mais c'est l'outil d'évaluation des bénéfices de la qualité de l'air. Et c'est la version 3 de ce modèle que nous avons utilisé pour nos plus récentes analyses. On connaît plutôt ce modèle, on s'y réfère surtout avec son acronyme anglais ACBAT. Alors, c'est un outil développé par Santé Canada qui est public, qui est disponible pour téléchargement et pour utilisation. Alors, dans cet outil, toutes les bases de données sont présentes pour effectuer l'équation et estimer les impacts sur la qualité de l'air. Et une fois passé à travers l'outil, on a des résultats pour tous les effets sanitaires qui sont dans l'outil et qui sont liés, dans ce cas-ci, dans le cadre de cette analyse, au NO2, à l'ozone et aux particules fines. C'est une douzaine d'effets de morbidité et en plus des décès prématurés. Et aussi, on obtient des résultats pour chaque division de recensement. Et à partir de ces résultats au niveau des divisions de recensement, on peut faire des moyennes pondérées par la population pour avoir des résultats provinciaux, territoriaux et puis et nationaux. Alors là, il y a plusieurs manières ensuite de présenter les résultats de l'outil. Ici, c'est un exemple pour les décès prématurés pour l'année 2016. Alors, on présente les résultats pour le Canada au complet, pour le Québec et également pour la division de recensement de Montréal. Alors, si on commence, les colonnes indiquent chaque colonne indique un polluant différent, les différents polluants au début, et ensuite on a les totaux, et puis la dernière colonne présente l'estimation monétaire des impacts. Alors, si on regarde les polluants pour commencer, on voit que les plus grands impacts sont liés aux particules fines, et ça reflète les données épidémiologiques qui démontrent que les particules fines ont plus d'impact sur la santé que les autres polluants. Il ne faut pas être surpris par ce nombre supérieur. Alors, si on regarde ensuite juste le total pour les différentes régions, alors pour le Canada, on a 15 300 décès prématurés, il y a 4 000 pour le Québec, et pour la région de Montréal, pas la région, mais la division de recensement de Montréal, on parle de 1 200 décès prématurés. Et maintenant, si on regarde la deuxième colonne ombragée, ça c'est les décès prématurés, mais normalisés par 100 000 habitants pour permettre une meilleure comparaison entre des régions de populations différentes, de taille de populations différentes. Alors, pour le Canada, la moyenne nationale est de 42 décès prématurés liés à la pollution de l'air par 100 000 habitants. Pour le Québec, on monte à 48. Malheureusement, le Québec est premier de classe à ce niveau-là. C'est la valeur la plus élevée parmi les provinces canadiennes. Et pour Montréal, on parle de 59 décès prématurés liés à la pollution de l'air par 100 000 habitants. Cette fois-ci, c'est une valeur qui est plus élevée que la valeur provinciale. De loin, c'est pas la division de recensement avec les plus hauts résultats. Et finalement, si on regarde rapidement juste l'estimation des coûts économiques liés aux décès prématurés, on parle de 114 milliards de dollars par année pour le Canada, 30 milliards pour le Québec et 9 milliards pour la division de recensement de Montréal. Alors maintenant, pour ce prochain tableau, je viens simplement pour présenter les effets non mortels, donc la morbidité liée à la pollution de l'air. Alors ça, vous voyez la liste des effets sanitaires qui sont compris dans l'outil ACBAT pour les 3 polluants à l'étude, donc l'NO2, l'ozone, le dioxyde d'azote, l'ozone et puis les particules fines. Alors, pour les effets de morbidité,
le nombre d'incidences varie quand même considérablement. Là. Si on regarde les hospitalisations pour problèmes cardiaques, on a une estimation de 810 incidences par année. Et pour des jours avec des symptômes respiratoires aigus, on monte à 35 millions d'incidences par année. Donc, très grande variabilité à ce niveau-là. Il y a aussi une variabilité de sévérité pour les effets, là, pour les effets qui sont dans la liste ici. Et un aspect important des effets de morbidité qui les distingue des décès prématurés, c'est vraiment la valeur monétaire des impacts. Ici, c'est pas la même échelle qu'utilisée dans le tableau précédent. Donc, pour l'ensemble des effets de morbidité, on arrive à un total de 5,6 milliards de dollars. Alors, ça, c'est minime. C'est très petit comparativement aux 114 milliards de dollars liés aux décès prématurés. Mais c'est quand même pas surprenant. Alors, parce que les études démontrent que les gens sont prêts à payer un plus gros prix pour réduire leur risque de décès prématuré que pour des effets moins graves. Alors, c'est pas surprenant à ce niveau-là. Mais néanmoins, les effets non mortels ont un impact considérable sur la population canadienne avec 5,6 milliards d'impact. Et une dernière diapo sur les résultats de nos plus récentes analyses. Ça, c'est une version plus visuelle de la chose. Donc ici, la carte présente les décès prématurés par 100 000 habitants et par division de recensement. Donc ici, c'est les 293 divisions de recensement du Canada, donc qui ont des formes et des tailles très différentes. Si vous vous souvenez aussi, la moyenne nationale était de 42 décès prématurés liés à la pollution de l'air par 100 000 habitants. Alors, toutes les régions en bleu, de bleu foncé à bleu pâle, c'est des régions qui sont soit dans la moyenne ou inférieures à la moyenne nationale. Et pour les régions en mauve et en rose, c'est des régions où le taux de mortalité par 100 000 habitants est supérieur à la moyenne nationale. Alors, quels sont les facteurs principaux qui vont influencer cette variabilité? En premier lieu, il y a l'exposition à la pollution de l'air. Donc, les régions plus polluées subissent plus d'impact. Hein. C'est ce qui explique que les régions de grande population, les régions urbaines où il y a plus d'activités économiques, plus d'activités liées au transport, alors ces zones-là vont être plus polluées et les impacts vont être plus grands. Mais il y a aussi des zones qui ne sont pas des zones urbaines qui ressortent du lot. Si vous regardez au sud de la Colombie-Britannique, il y a une grosse zone rose. Ça, c'est une zone où pendant la période d'analyse, il y a eu beaucoup de feux de forêt. Et ces feux de forêt ont fait augmenter les concentrations, surtout en particules fines, ce qui mène donc à des estimations d'impact plus élevées que la moyenne. Alors, c'est pas juste l'activité humaine, quoique certains feux sont liés aux activités humaines, mais c'est pas juste l'activité humaine, il y a aussi des événements naturels de grande ampleur comme des feux de forêt qui peuvent avoir un impact considérable sur la qualité de l'air et sur les impacts sanitaires qui sont reliés. Par contre, il y a aussi des régions qui sont bleues, violets ou roses là, qui sont pas nécessairement plus polluées que la moyenne, mais dans ce cas-là, c'est une combinaison oui, il y a peut-être une pollution un peu élevée, mais c'est aussi la présence d'une population plus vulnérable ou plus susceptible aux impacts de la qualité de l'air. Et pour nos analyses, c'est surtout c'est la classification par groupe d'âge qui va déterminer les populations plus susceptibles. Alors, si vous avez une division de recensement où la moyenne d'âge est plus élevée qu'ailleurs, vous allez vous retrouver avec des estimations de taux de décès par 100 000 habitants plus élevés. Alors, pour bien lire la carte ou bien interpréter ce type de carte, il faut se rappeler l'équation qui est utilisée et les 5 éléments qui viennent en jeu là, pour déterminer les résultats finaux. Donc, ça, c'est pour nos plus récentes analyses. Maintenant, on va de faire certaines comparaisons avec des analyses antérieures, puis je vais me limiter à nos analyses précédentes, donc les analyses de Santé Canada qui ont été publiées depuis 2017 et pour lesquelles il y a des estimations pour les années 2011, 2015 et 2016. Et je vais également faire une comparaison avec les résultats de l'IHME dans le cadre du projet sur la charge mondiale de la morbidité, ou Global Burden of Disease. Je vais me concentrer sur leurs estimations de l'année 2016 pour une comparaison plus directe avec nos dernières analyses. Donc, commençons avec les analyses de Santé Canada. Le tableau au bas de la diapo résume certaines données nationales de nos analyses. Donc, pour les analyses de 2011, 2015 et 2016,
Comme vous pouvez constater, les résultats sont quand même comparables. On parle de 14 400 décès prématurés en 2011 et en 2016, on est monté à 15 300 décès prématurés. Alors, il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette relative stabilité. D'un, on a utilisé une méthodologie qui était similaire, donc les mêmes modèles, la même approche générale, les mêmes bases de données. Donc, ça donne une certaine stabilité à l'analyse. Il y a aussi une pollution qui était similaire. Donc, la pollution au Canada est relativement stable depuis une dizaine d'années. Donc, à ce niveau-là, l'exposition n'a pas trop varié à travers le pays. Mais oui, comme vous avez constaté, il y a une hausse d'environ 1000 décès prématurés au cours de nos analyses. Mais si vous regardez la population du Canada, elle aussi est en croissance. Et je pense que la population et les décès ont augmenté de 5 à 6 entre nos périodes d'études. Et ça se reflète par les estimations normalisées là, qui sont stables à 42 ou 41 décès prématurés liés à la pollution de l'air par 100 000 habitants. Donc, nos analyses sont stables, c'est à un certain point encourageant. Et ensuite, là maintenant, on va comparer aux analyses de l'IHME. Donc, en début de présentation, j'avais indiqué que l'IHME estimait que la pollution de l'air au Canada était responsable de 7136 décès prématurés. Et dans le cadre de leur analyse, ils se limitent à 2 polluants, l'exposition à l'ozone et l'exposition aux particules fines. Petite différence-là. Et ça, c'est 7136 décès, c'est équivalent à 20 décès par 100 000 habitants. Donc, c'est la moitié de nos estimations. Mais c'est pas trop préoccupant. Il y a une grande différence, mais c'est pas trop préoccupant parce qu'il y a des raisons qui expliquent ces différences. Et je vais essayer je vais faire un survol là, des plus importants. En premier lieu, donc, comme j'ai mentionné rapidement, Santé Canada tient compte de 3 polluants. De nos 2, ozone et les particules fines, tandis que l'IHME s'en tient à 2 polluants. Donc, première distinction à faire, ou première observation à faire dans ce type d'analyse est d'observer quels polluants les chercheurs ont-ils compris dans leur analyse. Ensuite, il y a les concentrations d'exposition. L'IHME et Santé Canada utilisent quand même une approche et des modèles assez similaires. Et même pour les particules fines, c'est les mêmes chercheurs qui ont développé les surfaces d'exposition ou qui ont estimé les concentrations ambiantes. Par contre, Santé Canada, puisque sa zone d'étude est plus petite que la planète en entière, peut se permettre d'utiliser des données plus précises. Elle peut aussi se permettre de faire de la modélisation à plus haute résolution, ce qui fait en sorte que les concentrations d'exposition vont être plus détaillées, vont varier d'une région à l'autre. Ça peut aussi varier beaucoup plus pour les régions urbaines où on peut peut-être aller chercher des contrastes plus importants. Il y a aussi la concentration de référence. Donc, j'ai mentionné que l'environnement et le changement climatique avaient déterminé une concentration de polluants minimale ou de référence. Ces concentrations-là sont beaucoup plus faibles que les estimations globales d'un minimum de pollution. Donc, encore une fois, ici, ça influence la concentration d'exposition et ça fait en sorte que nos estimations sont plus élevées que celles de l'IHME. Mais peut-être le facteur le plus important est la sélection de fonctions de concentration-réponse. Santé Canada, eux, essaient d'utiliser des FCR, donc qui proviennent d'études canadiennes autant que possible ou d'études nord-américaines pour que ces études-là aient que la population canadienne soit mieux représentée dans ces études et aussi pour tenir compte des caractéristiques de la pollution au Canada. Donc, les particules fines ont toutes leurs caractéristiques selon la région. Alors, les études épidémiologiques ici vont refléter cette particularité populationnelle et cette particularité de la pollution de l'air qui est plus canadienne. Alors, en gros, des approches comparables ont été utilisées. C'est maintenant une différence de 50%, mais c'est pour souligner l'importance de bien choisir les données, de bien choisir les outils là, quand on fait ce type d'analyse, si on veut vraiment bien quantifier les impacts pour une région déterminée. Je pense que c'est tout pour cette slide-là. OK, donc pour résumer, malgré le fait que la qualité de l'air soit quand même bonne au Canada, on fait quand même une bonne figure à ce niveau-là.
on est parmi les pays, selon les analyses de l'IHME au moins, on est parmi les pays où la pollution de l'air a le moins d'impact. Mais malgré ça, la pollution de l'air représente quand même une charge sanitaire considérable. On estime qu'en 2016, la pollution a contribué à 15 300 décès prématurés par année, à des milliers, sinon des millions d'effets sanitaires non mortels. Et au total, la population atmosphérique serait responsable d'impacts sanitaires évalués à 120 milliards de dollars par année. Alors, ce par année-là est quand même très important à souligner. Et juste pour finir, je vais mentionner certaines limites et défis de ce type d'analyse. Notons qu'en termes de limites, on présume que nos estimations sous-estiment, donc que nos résultats sous-estiment possiblement les impacts de la pollution de l'air au Canada. Et les raisons de cette sous-estimation seraient qu'on s'en tient à seulement 3 polluants dans nos analyses et à seulement une douzaine d'effets sanitaires. Donc, il y a des études assez récentes qui démontrent des liens entre l'exposition à la pollution de l'air et des effets neurologiques, des effets développementaux, des effets reproductifs. Alors, si on était pour ajouter ces nouvelles fonctions concentration-réponse dans notre outil, il est entendu que l'ajout de ces nouveaux effets augmenterait nos estimations des impacts sur la santé. Il y a aussi des fonctions concentration-réponse qui pourraient être modifiées dans le futur suite à, encore une fois, des nouvelles observations qui montrent des effets moins linéaires que préalablement prévus. Alors, ces nouveaux effets ou ces nouvelles relations non linéaires font en sorte qu'encore une fois, que nos estimations des impacts augmenteraient. Mais finalement aussi, nous croyons qu'il est important de réaliser ce type d'analyse annuellement, puis aussi de continuellement améliorer nos méthodes et aussi de communiquer nos résultats par le biais de rapports ou de présentations. Mais toutefois, il y a une chose qu'il faut faire attention, c'est que si jamais nous modifions notre approche, par exemple, si nous ajoutons des nouvelles fonctions, des nouveaux effets dans nos analyses, ça pourrait causer des soubresauts soudains dans nos résultats et nos estimations. Et à ce niveau-là, il faudrait être prêt à tout réanalyser, nos analyses passées, pour pouvoir avoir des estimations comparables. Mais c'est un défi auquel nous sommes prêts à faire face dans le futur, là, mais c'est quand même, ça demeure une activité qui peut être délicate, surtout au point de vue de la communication avec le public, qui ne saisit peut-être pas les subtilités de la science de la pollution de l'air. Alors, ça va être tout pour l'instant. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup, Mathieu. C'est extrêmement intéressant. Ce sont des données qu'on a utilisées vraiment de façon, je dirais, presque excessive, tellement elles sont intéressantes et c'est certain que cette mise à jour-là va contribuer à l'utilisation de ces données-là. On a déjà une question pour vous, Mathieu. Il y a Clément Desrimes de l'Accès Transport Viable qui demande si vous avez des statistiques similaires pour la Ville de Québec. Là, vous avez présenté les statistiques pour la Ville de Montréal. Est-ce que vous avez avec vous des statistiques pour la Ville de Québec? Oui, nous avons des statistiques pour toutes les divisions de recensement au Canada, y compris pour la division de recensement de Québec. Je pense que la manière la plus simple serait de me contacter directement. Puis je pourrais du moins partager les résultats pour les analyses antérieures. Peut-être pas encore pour les analyses, les plus récentes analyses qui sont pas encore publiées, mais c'est certain qu'on pourrait partager certaines des données. Ouais. Parfait, merci. On a une autre question d'Isabelle Vézina qui demande est-ce que les analyses sur la qualité de l'air et le fardeau sur les indicateurs de santé ont été faites ou pourraient se faire par type d'émetteur ou par projet? Par exemple, dans un contexte d'évaluation environnementale ou d'évaluation d'impact d'un projet comme un projet minier, transport. On pense aussi à l'agrandissement du port de Québec, peut-être ici à Québec. Je pense qu'il y avait peut-être deux questions. Je vais commencer pour des secteurs en général. Donc, pas nécessairement pour des projets, mais pour des secteurs. On a un projet en cours présentement qui essaie d'évaluer l'impact de différents, je pense, une vingtaine de secteurs économiques
incluant les transports, certains types d'industries, même le bois de chauffage à domicile. Alors, il est possible d'utiliser l'outil ACBAT et notre approche générale là, pour ce type d'analyse-là de grands secteurs où les impacts vont être assez considérables. Pour des projets uniques, c'est peut-être pas la meilleure approche. Il y a peut-être d'autres méthodes qui permettent d'arriver à des résultats comparables ou similaires, là, mais l'outil ACBAT ne serait pas dans ce cas-là idéal. Étant donné qu'on travaille au niveau de la division de recensement, ce serait peut-être un peu trop gros géographiquement pour un projet même si c'est un grand projet, je pense que ce ne serait pas la meilleure approche à utiliser. Parfait. On a une question maintenant de Sandrine Guémard. Bonjour, est-ce que l'intégration des particules très fines, PM1, dans la modélisation va être envisagée? Y a-t-il déjà eu des résultats? Si oui, lesquels? Présentement, le problème avec les particules ultra fines, c'est que les données d'observation sont très limitées. Donc, on n'a pas d'historique de prélèvement d'échantillons au sol, par exemple. Alors, sans cette base de données robuste, c'est pas possible de pouvoir le modéliser. Et dans ce cas-là, on pourrait pas, nous, dans une étude nationale, on pourrait pas modéliser la variabilité des particules ultra fines pour l'ensemble du pays et l'inclure dans nos analyses. C'est dans nos objectifs de pouvoir le faire dans un avenir où on le souhaite plus rapproché que lointain, parce que les nouvelles études démontrent clairement que l'impact, suggèrent que les particules fines ont un impact assez considérable. Donc, la réponse courte, c'est non, malheureusement, on ne peut pas. Parfait, merci. On a une question maintenant à saveur politique. Est-ce que vous faites des présentations officiellement au Conseil des ministres? Pas encore. J'en aurais une dernière pour vous. Peut-être que ce serait une chose envisagée au Conseil des ministres, mais j'en aurais une dernière pour vous. Vous dites que vous ne tenez pas en compte encore des effets neurologiques là, qui sont relevés dans plusieurs études, donc une augmentation de la démence, peut-être des retards de développement cognitif chez les enfants. On a eu un conférencier l'année passée qui démontrait un lien avec le cancer du sein. À partir de quel moment est-ce que vous allez les inclure? Est-ce que vous entendez un signal officiel de l'Organisation mondiale de la santé à l'effet d'un lien causal ou si vous attendez un certain nombre d'études? J'irais plus par la seconde, ce serait peut-être l'exemple plus représentatif. On a besoin donc des données robustes à ce niveau-là, et idéalement des données canadiennes. Répétables. Aussi, on a besoin pour pouvoir l'intégrer en entier dans l'outil, il faut aussi avoir des estimations de la volonté de payer pour ce type d'effet. Donc, cette volonté de payer n'a pas été établie pour tous les effets sanitaires. Donc, c'est un aspect quand même, c'est un détail, mais c'est un détail important dans ce cas-ci. Mais les données sont quand même assez probantes pour certains effets neurologiques et développementaux. Donc, on souhaiterait, ou on pourrait peut-être le faire dans un cadre d'essai exploratoire, mais ce ne serait pas une analyse officielle de Santé Canada. Mais ça, il faudrait. Puis il y a un conseil de sages là, qui décide quel effet rentre dans l'outil ACBAT et à quelle fréquence on modifie cet outil-là. Étant donné que c'est un outil qui est utilisé à des fins réglementaires souvent, dans le cadre d'études d'impact d'une réglementation, on peut pas. C'est difficile de modifier trop souvent l'outil puis arriver finalement avec des résultats différents d'un mois à l'autre. C'est un travail à long terme. Parfait. Merci beaucoup, Mathieu. Alors, on va passer à la prochaine conférence. Je vous présente Anthony Laberge, qui a effectué un baccalauréat en chimie à l'Université Laval, où il a gradué en 2014. Il a ensuite poursuivi ses études à l'Institut national de la recherche scientifique au Centre Eau, Terre et Environnement, où il a effectué une maîtrise sur le transport atmosphérique de différents métaux traces au Québec. Son parcours académique s'est terminé par l'obtention d'une maîtrise en administration des affaires à l'Université Laval tout récemment en 2018. Depuis, il travaille à titre de chimiste analyse de la qualité de l'air dans la direction de la qualité de l'air et du climat du MELCC. Merci beaucoup.
beaucoup, Joanne. Est-ce que vous m'entendez? Je pense que Oui, oui. très bien. Parfait. Est-ce que vous voyez ma présentation? Pas encore. Oui, on la voit Oui, maintenant. parfait. Merci beaucoup. D'abord, j'aimerais remercier le comité organisateur de m'avoir permis de vous présenter aujourd'hui cette analyse, en fait, une analyse de l'impact des mesures de confinement de la COVID-19 sur la qualité de l'air ambiant au Québec. Donc, le ministère, en fait, effectue un suivi de la qualité de l'air ambiant au Québec au moyen de stations de mesure de la qualité de l'air. Une station de mesure de la qualité de l'air, ça ressemble à une petite maisonnette, comme vous pouvez voir à droite ici sur la photo, sur laquelle on va installer, en fait, dans laquelle on va installer différents instruments de mesure. Il y a des instruments de mesure qui vont permettre d'effectuer un suivi de la qualité de l'air de manière séquentielle. Donc, ça va permettre d'échantillonner l'air durant une durée définie, qui est souvent 24 heures. Puis, il y a une fréquence qui est aussi définie, qui est habituellement un échantillonnage aux 3 ou aux 6 jours. Les contaminants qui sont suivis de manière séquentielle au Québec, c'est principalement les composants organiques volatiles, les particules en suspension totale, les particules respirables, donc la fraction des particules dont le diamètre est égal ou inférieur à 10 micromètres. On va avoir les particules fines, donc celles dont le diamètre est égal ou inférieur à 2,5 micromètres, puis finalement certains métaux. On a aussi plusieurs appareils qui permettent d'effectuer un suivi en continu de la qualité de l'air. Ces analyseurs-là, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils vont nous produire une donnée à l'heure, puis ils vont nous être transmises directement dans nos bases de données au ministère. Les contaminants qui sont suivis de cette manière-là en continu, bien, on a le carbone noir, on a le dioxyde de soufre, on va avoir le monoxyde de carbone, les oxydes d'azote, donc le NO2 et le NO. On va avoir l'ozone, on va avoir les particules fines, les particules ultra-fines et le sulfure d'hydrogène. Donc, la carte suivante, en fait, c'est une carte de l'emplacement de toutes les stations de mesure de la qualité de l'air du réseau de surveillance de la qualité de l'air du Québec. Donc, chacun des points que vous pouvez voir partout sur la carte, c'est un emplacement des stations. Dans les encadrés, je sais que c'est petit, mais vous pouvez voir les différents contaminants qui sont mesurés à chacune de ces stations-là. Présentement, au réseau de surveillance de la qualité de l'air, on a 64 stations de mesure. 53 stations, en fait, sont opérées par nous au ministère de l'Environnement. On en a aussi 11, en fait, toutes celles qui sont en rouge, qui sont situées sur l'île de Montréal. En fait, elles vont être opérées par le service de l'environnement de la Ville de Montréal. Donc, comme vous pouvez voir sur la carte, en fait, on a vraiment une très bonne couverture de différents milieux du Québec, tant des milieux un peu plus ruraux, même on a une station en milieu nordique, que des milieux urbains dans des zones un peu à plus forte densité humaine le long de la vallée du Saint-Laurent. Donc, on a vraiment un très bon réseau et une très bonne couverture. Si on revient un peu plus au sujet de la présentation, qui est l'impact de la COVID sur la qualité de l'air, mais on le sait tous, puis vous l'avez probablement tous vécu, les mesures de confinement associées à la COVID-19 ont entraîné une très forte diminution du trafic routier. Puis ça a eu un impact sur la qualité de l'air. Nous, au ministère, on est quand même chanceux parce qu'on a une station toute neuve, une station qui est dédiée au suivi de la qualité de l'air en bordure d'autoroute pour justement suivre l'impact des émissions routières sur la qualité de l'air. Notre station, en fait, est située aux abords de l'autoroute Henri IV à Québec. On a décidé de l'installer à cet endroit-là parce que l'autoroute Henri IV à Québec a fait partie du top 20 des autoroutes les plus congestionnées au Canada. C'est aussi une route de transit vraiment importante, donc il y a beaucoup de camionnage, puis c'est ça, c'est une route de transit importante. Pour ceux qui viennent de Québec, mais vous avez peut-être déjà remarqué cette petite maisonnette, en fait, ce petit trailer en bon français qui est situé aux abords de l'autoroute Henri IV, mais direction nord, juste après la sortie du versant nord. Mais ça, c'est notre station de mesure. Elle est vraiment bien équipée. En fait, la majorité des contaminants émis par le transport routier sont suivis à cette station-là, puis la majorité sont suivis de manière continue, à la minute. On possède aussi un radar qui n'est pas pour vous donner des étiquettes, mais vraiment un radar pour compter le nombre de véhicules qui circulent sur l'autoroute, mais aussi la vitesse des voitures et leur classe de taille pour chacune des voies de l'autoroute vis-à-vis de la station. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Puis, on possède aussi une tour météorologique qui nous permet de mesurer la vitesse et la direction des vents aux abords de la station.
Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter les premières données. Donc, ça va être des données de notre radar afin de voir clairement ça a été quoi l'impact des mesures de confinement associées à la COVID sur le trafic sur l'autoroute Henri IV. Donc, voici une figure. Ici, c'est en fait le nombre de véhicules qui ont circulé sur Henri IV à chaque semaine depuis le début de l'année 2020. Donc, chacune des barres, ça représente vraiment un nombre par semaine. Comme vous pouvez le voir, on a séparé notre graphique en 3 sections. Il va y avoir la section en bleu foncé ici, qui va représenter la période avant les mesures de confinement liées à la COVID. On va avoir cette section ici en rouge qui va correspondre à la période de confinement qui a été décrétée par nos autorités. Puis finalement, en bleu pâle, ça va être la période de déconfinement qui a eu lieu au Québec. Donc, si on regarde de plus en détail les données, ce qu'on remarque, c'est qu'avant les mesures de confinement liées à la COVID, on avait en moyenne 500 000 véhicules qui circulaient sur l'autoroute à chaque semaine. Pendant la période de confinement, on a observé une diminution de plus de 50 en fait du nombre de voitures qui ont circulé sur l'autoroute. Même à un certain moment, durant 2 semaines consécutives, on s'est retrouvé en dessous de 200 000 véhicules par semaine. Donc, il y a vraiment eu une baisse très significative pendant la fameuse période de confinement. Puis finalement, pendant la période de déconfinement, eh bien, on remarque qu'il y a une augmentation graduelle, quasiment linéaire chaque semaine du nombre de véhicules qui ont circulé sur l'autoroute, jusqu'à atteindre environ vers la mi-juin les mêmes niveaux qu'on retrouvait avant la pandémie. Donc, c'est donc dire qu'il y a eu un impact des mesures de confinement sur le nombre de voitures qui ont circulé sur l'autoroute vraiment pendant les mesures de confinement plus sévères, mais depuis qu'on a déconfiné, puis surtout depuis le mois de juin, on est revenu au même niveau qu'on avait avant la pandémie. Donc, ensuite, ça nous a quand même surpris parce qu'on s'est dit, ouais, OK, on est revenu au même niveau qu'avant, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui continuent de faire du télétravail. Nous les premiers, au ministère, on a quand même une bonne portion de fonctionnaires qui continuent de faire du télétravail, donc on utilise moins notre voiture. Alors, on est allé voir un peu le profil du moment où les véhicules ont circulé sur l'autoroute. Donc ici, c'est vraiment le nombre moyen de véhicules qui ont circulé sur l'autoroute Henri IV par rapport à différentes heures de la journée. Encore une fois, on peut remarquer les 3 périodes qu'on avait identifiées. Donc, la période ici en bleu foncé, c'est avant la COVID. On a la période pendant le déconfinement, puis la période de confinement. Puis ce qu'on remarque, c'est que les profils sont sensiblement semblables. En fait, on observe un pic le matin entre 6 h et 8 h, un pic de nombre de véhicules moyen, puis un deuxième pic environ entre 14 h et 16 h l'après-midi. Il n'y a pas réellement eu d'impact au niveau de la distribution du trafic à travers les journées, que ce soit pendant le confinement ou avant le confinement. Donc, pour reprendre la fameuse expression qui a été popularisée cet automne, on n'a pas vu d'aplatissement de courbe à ce niveau-là pendant la pandémie. Donc, on a aussi fait une analyse des différentes classes de véhicules qui ont circulé sur l'autoroute pendant ces 3 périodes-là. Donc, notre radar permet d'identifier 4 grandes classes de véhicules, soit les petites voitures, les VUS et les fourgonnettes. On va avoir les petits camions et aussi les gros camions. Donc, ce qu'on peut constater si on commence par les petites voitures, c'est qu'avant la COVID, on avait à peu près le quart du trafic routier qui était composé de petites voitures sur cette autoroute-là. Durant le confinement, c'est monté légèrement à 30 pour finalement rediminuer à 27 durant le déconfinement. Pour ce qui est des VUS et des fourgonnettes, eh bien, avant la COVID, on avait 62 des voitures qui étaient composées de ça dans le trafic sur Henri IV. Pendant le confinement, ça a baissé un petit peu pour atteindre 55 pour finalement remonter à 58 durant le déconfinement. Ensuite, pour ce qui est des petits camions, donc un peu style camion de déménagement, on avait 7 avant la COVID, 7 pendant le confinement et une légère augmentation durant le déconfinement. Et finalement, pour tout ce qui est des gros camions de transport, avant la COVID, ça représentait 5 du trafic. Pendant le confinement, c'est 7 puis durant le déconfinement, c'est 6 Donc, grosso modo, on remarque qu'il n'y a pas eu vraiment d'impact majeur
au niveau de la distribution de différentes classes de véhicules, soit avant le confinement, pendant le confinement ou durant le déconfinement. Donc, en résumé, pour tout ce qui est données radar, ce qu'on a constaté, c'est que vraiment pendant la période de confinement dur et plus sévère, il y a eu un grand impact au niveau du trafic routier. Puis par la suite, durant la période de déconfinement, vraiment à partir du mois de juin, on a remarqué que le nombre de voitures était revenu au point d'avant la pandémie. Donc, nous, ce qui nous intéressait, c'est de voir quel impact ça a eu au niveau des polluants, des contaminants qu'on a mesurés en bordure d'autoroute. Donc, voici les résultats justement des principaux contaminants associés au trafic routier qu'on a mesurés en bordure de cette autoroute Henri IV. C'est sensiblement le même type de graphique que tout à l'heure. Donc, chacune des barres, ça représente une semaine depuis le début de l'année 2020. En bleu foncé, c'est la période avant la COVID. En rouge, c'est pendant le confinement. En bleu pâle, c'est pendant le déconfinement. Donc, si on prend le premier graphique ici, c'est les concentrations de carbone noir, qui est un sous-produit de combustion de tout ce qui est essence dans les voitures. On a observé une baisse de 47 des concentrations durant le confinement en comparaison avec la période avant la COVID. Puis ensuite, on a remarqué que les concentrations ont remonté sensiblement au même niveau qu'ils étaient avant la pandémie. Pour ce qui est du monoxyde de carbone, donc encore une fois, un sous-produit d'une mauvaise combustion de l'essence dans les voitures, qui est aussi un gaz toxique, on a observé une diminution de 35 des concentrations de monoxyde de carbone dans l'air, suivi d'une légère remontée par la suite. Pour ce qui est de l'oxyde d'azote, en fait, ça aussi, c'est il est formé en fait dans les moteurs des voitures à haute température. C'est une combinaison entre l'azote et l'oxygène. En fait, on a observé une baisse de 69 des concentrations durant la période de confinement. Mais par la suite, ce qui nous a un petit peu surpris, c'est que ça n'a pas remonté au même niveau qu'on retrouvait avant la pandémie. Pour le dioxyde d'azote, qui lui est formé par l'oxydation du NO, puis en fait, c'est un contaminant associé au transport routier, mais qui voyage aussi sur des plus longues distances. En fait, on a observé une baisse de 41 de ces concentrations durant le confinement. Puis par la suite, on n'observe pas vraiment une augmentation par la suite. Par rapport à l'ozone, en fait, on a observé une hausse de 32 mais ça, l'ozone, c'est une dynamique un peu spéciale. Il est inversement corrélé souvent aux concentrations des oxydes d'azote. Plus il est porté à réagir vraiment rapidement avec le monoxyde d'azote pour former du dioxyde d'azote. Donc, comme les concentrations de monoxyde d'azote ont diminué, les concentrations d'ozone durant cette même période-là ont augmenté. Pour ce qui est maintenant des particules ultra-fines, eh bien, on a observé une diminution de 74 des concentrations durant la période de confinement. Pour ce qui est des particules fines, eh bien, ces fameuses particules fines qui peuvent être produites, oui, par le transport, mais aussi qui sont émises par rapport au chauffage au bois, mais aussi tout ce qui est industrie peuvent émettre des particules fines. Mais on a observé une diminution de 50 des concentrations de particules fines durant la période de confinement. Et finalement, le SO2, lui, qui est le dioxyde de soufre, qui est oui, un petit peu lié au transport, mais qui est principalement lié aux émissions des industries, on a observé une baisse de 29 des concentrations. Donc là, c'est intéressant. Oui, je vous ai présenté les valeurs des différents contaminants qu'on a mesurés, mais c'est vraiment en bordure d'autoroute. Notre station est située à 6 mètres de la première voie d'autoroute. Donc, clairement, le fait qu'on a diminué le transport de pratiquement la moitié, ça a eu un impact, ces concentrations de contaminants qu'on mesure. Mais là, ce qui serait intéressant de regarder, c'est est-ce que la diminution du transport a aussi eu un effet, en fait, un impact à nos autres stations de mesure qui sont situées dans des milieux urbains, mais pas nécessairement à quelques mètres d'une route. Donc, voici les résultats. Donc, pour ces résultats-là, j'ai décidé de vous présenter les concentrations de dioxyde d'azote. Parce que, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, le dioxyde d'azote, c'est un contaminant associé au transport routier, mais qui peut voyager sur une plus longue distance. Donc, c'est vraiment un bon traceur des émissions du trafic routier dans différents milieux urbains. Donc, encore une fois, même type de graphique, concentration hebdomadaire depuis le début de l'année. C'est les mêmes séparations avant la COVID, pendant le confinement, puis
durant le déconfinement. Donc, à Montréal, ce qu'on a observé, c'est une baisse de 55 des concentrations de NO2 durant le confinement. Mais par la suite, on n'observe pas l'augmentation qu'on se serait attendu d'observer. Même chose à Québec, baisse de 48 des concentrations durant le confinement. Même chose à Laval, baisse de 59 À Longueuil, une baisse de 59 aussi. À Gatineau, une baisse de 53 Et à Saint-Anicette, qui est un petit milieu rural qui est situé au sud-ouest de la ville de Montréal, près de la frontière avec l'Ontario, puis même les États-Unis, on a observé une baisse de 53 Donc ça, c'est pour dire à quel point ça a même eu un impact au niveau des zones rurales. Mais là, moi, depuis tout à l'heure, c'est ça, je vous présente des baisses. Bon, des baisses de concentration en bordure d'autoroute, des baisses de concentration dans différents milieux urbains, puis même un milieu rural. Mais on ne peut pas appliquer directement ces baisses-là puis dire, bon, mais la COVID a fait diminuer de 55 les concentrations à Montréal, parce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte et qui peuvent venir influencer à la baisse les concentrations des différents contaminants. Donc, en fait, au Québec, depuis plusieurs années, on observe une baisse généralisée des concentrations de contaminants, un peu partout dans différents milieux. Donc, si on vient voir la figure juste ici, en fait, c'est une figure du pourcentage de variation des concentrations de contaminants dans l'air au Québec depuis 1998. Mais on remarque qu'il y a beaucoup de contaminants dont les concentrations ont grandement diminué. Si on prend l'exemple de notre NO2 que je viens juste de vous présenter, bien, depuis 1998, on remarque qu'en général, au Québec, jusqu'en 2018 environ, il y a eu une diminution de 40 des concentrations de NO2 dans l'air. Donc, il faut vraiment tenir en compte cette baisse-là avant de pouvoir déterminer clairement ça a été quoi l'impact de la COVID sur la qualité de l'air. Aussi, les différents contaminants possèdent différentes tendances saisonnières qu'il faut tenir en compte. Si encore une fois, on reprend l'exemple du NO2 dans le graphique ici en bas à gauche, et là, je vous ai présenté, c'est les concentrations de NO2 depuis 1998 à Gatineau, que je vous ai présenté par rapport au mois de l'année. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que les mois les plus froids, donc les mois d'hiver, les concentrations de NO2 sont plus élevées, tandis que les mois d'été, quand il fait plus chaud, les concentrations de NO2 sont habituellement plus faibles. Mais ça, c'est causé par le fait que les conditions d'accumulation de contaminants sont beaucoup plus propices ou favorables l'hiver à cause des basses températures et des phénomènes comme des inversions thermiques. Donc ça, il faut vraiment tenir en compte aussi quand vient le temps d'évaluer l'impact réel de la COVID. Parce que si je fais juste revenir en arrière un petit peu, qu'on vient regarder la courbe des concentrations des NO2 à Gatineau, on remarque qu'entre janvier et juin, ça diminue. Ici, sur notre graphique, on remarque que quand même, entre janvier et juin, ça diminue. Fait que comment faire pour discriminer ces deux types de baisses-là qu'on observe, soit la baisse généralisée annuelle, puis aussi les tendances saisonnières, de la baisse qui est réellement liée à la COVID? Nous, on a décidé d'y aller selon une approche statistique. En fait, notre approche statistique, c'est pour estimer la baisse à l'aide d'un modèle de régression autorégressif. Pour ce faire, on a utilisé les données en fait, on a un historique de 20 ans de données qu'on a appliqué à notre modèle. Notre modèle, en fait, contenait une tendance linéaire pour tenir en compte la baisse généralisée des concentrations qu'on observe annuellement. Et on a aussi intégré une composante cyclique afin de tenir en compte la saisonnalité des différents contaminants et aussi une variable dichotomique afin d'indiquer si le confinement avait lieu ou non. Donc, le modèle, en résumé, ce qu'il fait, c'est qu'il quand il voyait un petit peu l'application, que la donnée avait eu lieu pendant la période de confinement, mais il essayait de voir s'il n'y avait pas eu une baisse additionnelle à ce qu'on aurait dû observer habituellement sur cette donnée. Donc, en fait, ce modèle-là a été développé puis a été estimé à l'aide de la procédure PROC-Autorec de SAS par mon collègue François Dauteuil-Potvin, qui est un statisticien au ministère de l'Environnement. Il a appliqué son modèle pour les concentrations de NO2 et de particules fines. Donc, voici les résultats. Donc, d'abord, ici, en fait, ce tableau-là va vous donner l'impact réel de la COVID sur les concentrations dans l'air durant la période de confinement. Donc, si on y va, en premier lieu, pour les concentrations de NO2, on remarque qu'à Montréal, on a observé une baisse de 40 des concentrations. À Québec, on a observé une baisse de 41 des concentrations, encore une fois liée
strictement à la COVID. À Laval, c'est une baisse de 40 qu'on a observée. À Longueuil, une baisse de 48 À Gatineau, c'est une baisse de 20 puis à Saint-Anicette, qui est quand même un milieu rural, là, qui n'est pas dans une grande ville, qui n'est pas densément peuplé, on a observé une baisse de 39 des concentrations d'NO2. Donc, grosso modo, quand on observe ce tableau-là, on remarque qu'au Québec, dans ces 6 milieux-là, on a une baisse moyenne d'environ 40 des concentrations de NO2. Ça, c'est comparable à ce qui est observé ailleurs au Canada, où les baisses attribuées vraiment strictement à la COVID ont varié entre 10 et 40 Ensuite, on a effectué le même exercice, mais pour les concentrations de particules fines. Puis, comme à notre grande surprise, on n'arrivait pas à des résultats significatifs. Mais ça, en fait, ça s'explique par le fait que les particules fines, c'est vraiment un contaminant qui provient de plusieurs sources au Québec. Donc, la source principale, ce n'est pas nécessairement le transport, c'est beaucoup plus les émissions des industries, mais aussi le chauffage au bois, qui est une part importante. Donc, c'est peut-être pour ça que la baisse qui a été liée à la COVID, au point de vue de transport pour les particules fines, c'est peut-être diluée au travers de toutes les autres sources pour les particules fines. Ailleurs au Canada, en fait, pour les particules fines, on a observé une baisse, je pense, qui était entre 5 et 15 des concentrations, puis c'était attribuable à la COVID. Donc, moi, en fait, ça va conclure ma présentation. En fait, ce que j'aimerais vous retenir de ma présentation, c'est que les mesures de confinement associées à la COVID ont entraîné, oui, une diminution du trafic routier, donc de l'ordre de plus de 50 si on regarde les données aux abords de l'autoroute Henri IV à Québec. Ça a eu un impact significatif à la baisse sur les concentrations de NO2. Donc, grosso modo, au Québec, on a observé une baisse de 40 des concentrations de NO2 pendant la phase de confinement. Mais on n'a pas observé une baisse significative des concentrations de particules fines durant cette même période-là. Donc, personnellement, moi, je trouve que ces analyses-là, ça fournit un très bel exemple d'une amélioration potentielle de la qualité de l'air qui pourrait être associée à différentes mesures gouvernementales, que ce soit des mesures de transport en commun, que ce soit des mesures d'électrification des transports, puis de leurs effets aussi potentiels sur la santé. Donc là, je repense à la présentation de monsieur Rouleau juste avant moi. Fait que ça pourrait être quand même intéressant d'appliquer son outil avec ces baisses-là qu'on a observées pour voir quel impact que ça va avoir eu peut-être sur la mortalité des gens ou sur n'importe quel autre impact. Puis aussi, moi, concrètement, ce que ça dit, ces données-là, c'est que quand on baisse le trafic routier d'environ 50 comme on l'a observé, mais ça contribue à faire diminuer les concentrations de NO2 de l'ordre d'environ 40 Donc ça, c'est vraiment des données probantes qu'il faut qu'ils soient mis de l'avant, que ce soit auprès de nos autorités, que ce soit auprès des décideurs, pour quand vient le temps d'appliquer différentes mesures, justement, d'électrification. Donc, nous, au ministère, on va continuer de suivre la situation. On va poursuivre nos analyses. Là, je vous ai présenté des analyses pendant la phase de confinement, mais on n'a pas fait le même type d'analyse statistique durant la phase de déconfinement. On va les faire prochainement. On va aussi poursuivre nos analyses si jamais il y a d'autres phases de confinement liées à une deuxième vague de la pandémie. On va aussi faire des analyses, mais pour d'autres contaminants, comme par exemple le SO2, ça pourrait être intéressant de voir si la diminution comme des activités économiques des entreprises, des industries a eu un impact sur les concentrations de SO2 dans l'air ambiant au Québec. Puis aussi, un petit dernier message avant de terminer, nous, au ministère, on a quand même un bon bagage de données historiques. On en a beaucoup dans nos bases de données. Puis on est vraiment prêt à les partager avec vous si jamais vous avez des idées d'études ou d'analyses à faire. Puis on est aussi prêt à collaborer avec vous. Alors, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup. Avez-vous des questions? Merci beaucoup, Anthony, pour cette excellente présentation. Je ne vois pas de questions de participants à l'heure actuelle, mais j'en aurais une pour vous. Comment est-ce que les valeurs que vous avez présentées se situent par rapport au seuil d'Environnement Canada ou d'Organisation mondiale de la santé? En fait, je les ai comparés en fait, aux normes qu'on a au ministère de l'Environnement. On développe nos propres normes et critères pour le territoire du Québec. Et en fait, on n'a pas observé de dépassement de normes. En fait, les seuls dépassements de normes qu'on a observés, c'est aux abords d'autoroute Henri IV que je vous parle pendant cette période-là, c'était attribuable au chauffage au bois, puis ça concernait les particules fines. Donc, il y en a eu 4. Je pense que j'avais un tableau ici que je peux vous montrer par rapport à ça. Est-ce que vous le voyez? Peut-être pas. Oui, En on le fait, voit. oui, le nombre de dépassements sur l'autoroute Henri IV
pendant la période étudiée, en fait, on a vu 4 dépassements pour les normes liées aux particules fines, mais on n'a pas observé d'autres dépassements. Puis après la COVID, on n'a pas observé d'autres dépassements. Puis ces 4 dépassements-là étaient vraiment liés à des phases épisodes de chauffage au bois l'hiver. Parfait. Donc, c'est par rapport aux normes environnementales du gouvernement du Québec. Exactement. Qui ne sont pas nécessairement les mêmes que Environnement Canada ou l'Organisation mondiale de la santé. Non.